Bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, on va regarder le chapitre 13 sur les transferts d'énergie. Et puis, dans le chapitre 12, on voyait les transferts d'énergie selon l'aspect microscopique, hein, selon l'aspect quantique, c'est-à-dire on regardait ce qui se passait au niveau des particules. Ici, on va s'attacher à l'aspect macroscopique, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe entre guillemets, dans la vie réelle, c'est-à-dire sur des objets de la vie de tous les jours. Alors, donc c'est ce que je vous ai mis là ici en introduction. Donc, hein, la matière, hein, vous êtes un petit peu habitué à ça, j'espère. On la décrit soit du niveau microscopique, soit du niveau macro, hein, donc micro à l'échelle atomique, macroscopique à l'échelle de plus grands objets. Et en fait, qu'est-ce qui fait la connexion entre ces deux aspects-là, pardon? C'est la constante d'Avogadro. Rappelez-vous de ces constantes-là, qui représentent donc le nombre d'entités, hein, donc d'atomes, de molécules, d'ions, ce que vous voulez, qui est contenu dans une mole. Et donc ce nombre-là, hein, vous le connaissez, j'imagine. Il n'est pas à apprendre, hein, je rappelle, hein, il vous sera forcément donné, mais donc ça veut dire que dans une mole de molécules, bah, vous avez 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. N'oubliez pas un tout petit truc, hein, c'est que donc c'est notre paquet, hein, en chimie, ça a une unité, hein, la constante d'Avogadro, on est obligé de lui donner une unité, c'est la mol moins 1. Ok, donc on va s'intéresser également à la température dans ce chapitre-là. Alors un petit truc que vous savez ou pas d'ailleurs, c'est qu'en physique, hein, dans le système international, donc la température fait partie des grandeurs, hein, qu'on utilise tout le temps en physique. Donc la température doit s'exprimer en Kelvin. Le symbole c'est grand K. Euh, Dans cette échelle-là, en fait, hein, ce qu'on appelle le zéro absolu, ça correspond au 0 Kelvin, au 0 K. C'est donc la température la plus basse qu'on puisse obtenir en physique, hein. C'est une température, hein, alors en manip on arrive à l'approcher un petit peu. C'est surtout une valeur un peu théorique, hein, si vous voulez, c'est un peu comme la vitesse de la lumière au final. C'est des valeurs qu'on a trouvées en fait par le calcul. Et donc on est en train d'essayer de s'amuser à essayer d'aller le plus proche possible de ces valeurs-là. Donc théoriquement, donc au 0K, on appelle ça le zéro absolu, c'est le moment, c'est la température où vous n'avez plus du tout d'agitation thermique. C'est-à-dire que c'est le moment où vos molécules, vos particules n'ont absolument plus du tout, ne sont plus du tout en mouvement. Ça veut dire qu'elles n'ont plus du tout d'énergie. Et donc, un petit truc, hein, c'est dans l'échelle de Kelvin, en fait, vous n'avez pas de température négative, hein. Au contraire des échelles qu'on utilise très souvent, hein, nous, on va plutôt utiliser le degré Celsius, hein. En fait, hein, le degré Celsius, pourquoi on a pris cette échelle-là? On a considéré que le 0 degré Celsius, hein, donc le début, si vous voulez, de notre échelle, ça correspond à la congélation de l'eau. Bah oui, mais dans l'échelle Kelvin, en fait, hein, le 0 degré, ça correspond à 273 degrés Kelvin. Donc on a une petite relation, hein. Euh, donc en fait, ça veut dire que bah, votre 0 Kelvin, c'est moins 273,15 degrés Celsius. Ouais, j'ai pas mis, tiens, j'ai fait une petite erreur là sur mon poly, bah, comme d'habitude, je dirais. Donc en fait, hein, pour passer d'une échelle à l'autre, c'est très simple. Soit vous ajoutez 273 degrés, soit vous l'enlevez. Ok, les Américains, par exemple, eux, ils utilisent l'échelle des Fahrenheit. Alors je me souviens plus exactement de la conversion, mais voilà, hein, chacun, j'ai l'impression, peut utiliser l'échelle qu'il veut. Donc en physique, hein, non, il n'y a pas de choix, on utilise l'échelle des Kelvin, donc la température la plus petite qu'on peut potentiellement obtenir, c'est bien zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, je vous ai mis un petit graphique, hein, ça vous avez sûrement vu ça, alors on voit ça en secondes en tout cas. Hein, les trois états de la matière, hein, solide, liquide, gaz. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez là-dedans. C'est que, imaginez, vous avez un état solide, vous avez je sais pas, un matériau qui est à l'état solide. Ok. Donc en fait, on s'aperçoit que bah, l'état solide, au final, les particules sont très proches les unes des autres. Elles ont d'ailleurs un certain ordre, hein, donc c'est pour ça que souvent on parle d'état ordonné. Les molécules ont de très fortes interactions entre elles, hein. Ça veut dire que vous avez des liaisons entre elles, hein, les liaisons hydrogènes, les liaisons de Van der Waals, pardon. Et puis en fait, vos particules ont une certaine énergie. Si on chauffe les particules,
eh ben, vos particules vont gagner de l'énergie. Autrement dit, elles vont avoir tendance à bouger un tout petit peu plus. Eh ben, à ce moment-là, on arrive plutôt dans un état qu'on appelle l'état liquide, où vos molécules sont très proches les unes des autres, elles sont reliées également les unes aux autres. Par contre, elles ont un mouvement, c'est-à-dire qu'elles peuvent bouger. Et ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que un liquide va avoir tendance à couler, alors qu'un solide, hein, c'est une forme propre, si vous voulez. Rappelez-vous de ces trucs-là, on voit ça en cinquième de mémoire. Les liquides, on dit que ça n'a pas de forme propre, parce qu'effectivement, un liquide, ça va prendre la forme du récipient qu'il contient. Voilà, c'est comme ça qu'on dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, un liquide, vos molécules sont mobiles, elles bougent dedans. Imaginez que vous chauffez encore votre liquide, on a ce qu'on appelle un gaz en fait, et en fait on s'aperçoit qu'à l'échelle microscopique, et là pour le coup vos particules n'ont plus du tout de lien entre elles, elles sont complètement libres si vous voulez, et donc elles ont de plus en plus d'énergie, donc elles vont de plus en plus vite. Et donc dans ce cas-là on appelle ça un gaz. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait la température, hein, c'est en fait une échelle de mesure de l'agitation thermique. Moins vous avez d'agitation thermique, plus vous allez avoir tendance à aller dans un état solide, plus vous avez d'énergie, hein, donc de température, plus vous allez tendre vers l'état gazeux. Et donc selon le type de matériau que vous êtes en train d'étudier, hein, les températures ne seront pas les mêmes, hein, rappelez-vous de ça, hein. 0 degré ici, 100 degrés pour l'eau pure, mais par contre si on avait un alcool ou autre chose, ou un autre type de molécule, on n'aurait pas les mêmes valeurs. En fait, de quoi dépendent ces valeurs-là? Ça dépend du type de molécule que vous avez, et donc des forces de liaison que vous avez. Allez, passons à la suite. Bon, le terme d'agitation thermique, c'est une notion que vous devez connaître, c'est une notion de base en thermodynamique. Ok, alors, donc on est en train de parler d'énergie au final. On est en train de parler d'énergie. En fait, on va voir que l'énergie d'un système va avoir tendance à varier. Plusieurs choses à voir avant. Donc, on va parler d'énergie interne d'un système. Un système, hein, c'est comme en physique, hein, c'est ce que vous êtes en train d'étudier. Donc, deux types d'énergie au niveau microscopique. Ok, énergie cinétique, énergie potentielle. Hop, c'est la même chose qu'on a vu en mécanique classique. Hein, vos particules, comme elles s'entrechoquent entre elles, hein, elles s'entrechoquent également par rapport aux parois d'un système. Là, on est en train d'imaginer plutôt un objet qui serait à l'état gazeux ou liquide. Et en fait, ils ont en eux de l'énergie cinétique. Hein, c'est dû à la vitesse. Donc s'il y a mouvement, il y a vitesse. S'il y a vitesse, il y a forcément énergie cinétique. Votre système a aussi de ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Ça parce que, en fait, dans votre système, hein, vos molécules, elles sont soumises à des forces gravitationnelles. Elles sont soumises à des forces de liaison, hein, elles sont en général les molécules hein, sont reliées entre elles, forces de liaison. Donc là, en fait, on parle d'énergie potentielle. Vous voyez, hein, on utilise les mêmes termes qu'en mécanique classique. Hein. Donc à partir du moment où vous avez un matériau qui a une certaine température, on peut dire qu'il possède de l'énergie cinétique, il possède également de l'énergie potentielle. Et donc en fait, en thermodynamique, on a inventé un terme hein, qui s'appelle l'énergie interne, qu'on va noter grand U, qu'on exprime en joules, hein, puisque c'est une énergie. Et en fait, l'énergie interne d'un système, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne d'un système. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder ici? En fait, on s'aperçoit que l'énergie interne d'un système va avoir tendance à varier. On prendra des exemples, vous inquiétez pas. Alors, un petit truc ici, c'est qu'on ne mesure quasiment jamais l'énergie interne d'un système. Par contre, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? On va calculer sa variation. Est-ce que mon système perd de l'énergie ou est-ce qu'il gagne de l'énergie interne? C'est ça la grande question qu'il va falloir se poser. Et donc, cette variation, c'est évidemment la conséquence hein, d'un échange d'énergie avec l'extérieur par un transfert thermique. Et en règle générale, le transfert thermique, on va avoir tendance à noter ça Q. Le travail, hein, comme on l'a déjà vu dans un chapitre, hein, on va avoir tendance à noter ça W pour work, en fait, hein, travail en anglais, pour ceux qui ont du mal. Donc en fait, la variation de votre énergie interne, hein, on va noter ça delta U, delta pour différence, hein, comme d'habitude. En fait, c'est la somme hein, de votre travail, si vous en avez un, plus d'un transfert thermique Q, si vous en avez un.
Regardons ça un petit peu plus concrètement. Imaginez, on est en train d'étudier le système radiateur, un radiateur électrique. Donc, pour qu'il fonctionne votre radiateur, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'énergie électrique. Donc ça veut dire que votre radiateur, pour fonctionner, il a reçu un travail électrique. D'accord? Le travail, donc on le note W, et c'est là qu'il va falloir être hyper attentif, c'est que votre radiateur reçoit le travail, donc c'est pour ça que pour le radiateur, le travail va être compté positivement. D'accord? Le travail rentre dans votre système, et donc il va falloir faire attention à ça. Le radiateur reçoit du travail, donc le travail va être compté positivement. Le radiateur, hein, son but c'est de fournir de l'énergie thermique, hein, ça sert à chauffer. Et donc bah, votre radiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder de l'énergie thermique. Alors pour le coup, ici, on va utiliser la lettre Q, d'accord? Puisque c'est une énergie thermique. Et là, vous faites attention, l'énergie sort du système et cédée par le système. Autrement dit, dans ce cas-là, eh ben, votre énergie, vous devez la compter négativement. Ok? Allez. Donc là, ouais, dans le chapitre, hein, je vous laisse faire l'exercice 13, page 365. Et puis, nous, on va passer à la suite. Vous ferez une petite pause sur la vidéo. Allez, passons à une seconde notion qui est de la capacité thermique. Super important ça. Donc, quand vous chauffez un corps, on vient de le dire, hein, on va augmenter l'agitation thermique. Hein, donc les molécules, elles ont de plus en plus d'énergie pour bouger, donc elles vont gagner en vitesse. Donc si elles gagnent en vitesse, elles gagnent en énergie cinétique. Si elles gagnent en énergie cinétique, elles gagnent en énergie interne. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous chauffez un objet, et ben, son énergie interne va avoir tendance à augmenter. C'est logique. Donc cette énergie, hein, qu'on a toujours Q, hein, qu'il reçoit, correspond donc à la variation de son énergie interne. Hein, donc on l'a dit, hein, si vous chauffez, si vous apportez, vous avez de l'eau par exemple, vous lui apportez une certaine quantité d'énergie Q. Ok? Ben, en fait, on considère que comme vous avez apporté une certaine énergie Q à votre eau, à votre verre d'eau par exemple, et ben l'eau contenue dans votre verre d'eau son énergie interne va augmenter de la même valeur. Donc c'est pour ça qu'on va dire ici que Q égale delta U. Q, c'est la quantité d'énergie apportée, delta U, c'est la variation de l'énergie interne. Et donc on se doute bien d'un truc, c'est que votre quantité d'énergie à fournir ici, par exemple, eh ben, ça va dépendre de plusieurs trucs. Et on se doute bien que ça va dépendre de la nature du matériau. Vous comprenez aisément, par exemple, que vous avez certains matériaux qui vont être plus faciles à chauffer que d'autres. Et donc dans la formule qu'on va voir tout à l'heure, eh ben, on va introduire ce qu'on appelle la capacité thermique massique, qu'on va noter petit c, qui va dépendre en fait du matériau qu'on est en train d'étudier. Deuxièmement, vous doutez bien que c'est plus simple de chauffer 1 gramme d'eau que de chauffer 1 tonne d'eau. Ça paraît logique. Et donc effectivement, dans cette formule-là, va rentrer en compte la notion de masse. La masse du matériau va être à rentrer en compte. Bon, la phrase n'est pas française, mais vous avez compris le truc. Et vous doutez bien aussi que c'est plus compliqué si je prends toujours mon verre d'eau là, c'est plus compliqué, enfin c'est plus long. Il faut apporter plus d'énergie pour le chauffer de 20 degrés à 100 degrés que de le chauffer seulement de 20 degrés à 30 degrés. Donc ça veut dire que votre variation de température, hein, va être aussi à prendre en compte. Et donc c'est pour ça que cette formule-là, qu'il va falloir connaître, donc la quantité d'énergie que vous devez apporter à un système, ça correspond à la variation de son énergie interne, c'est égal à la masse du matériau, fois la capacité thermique du matériau, fois votre delta T. Donc, faire attention à 2-3 petits trucs. Hein. La masse, c'est évidemment en kilogrammes. On est en physique, la masse en kilogrammes. La capacité thermique massique vous sera donnée dans les exos. C'est en joules par kilogramme par Kelvin moins 1. D'accord? Faites attention à un truc ici, c'est que le delta T, c'est la différence de température. C'est-à-dire que c'est la température finale moins la température initiale. Hein. Je rappelle que le delta en physique, hein, c'est toujours ce que vous avez à la fin moins ce que vous avez au début. Donc température finale moins température initiale, on est en physique, la température doit être en degrés Kelvin. Sauf que ici, on fait une différence
de température. On fait une différence de température. Donc, en fait, que votre température soit en degrés Kelvin ou en degrés Celsius, bah, votre différence sera toujours la même. Je vous laisserai faire un calcul si vous voulez vérifier ça, mais en fait, on s'aperçoit que dans la formule, au final, que la température soit en Kelvin ou en degrés Celsius, la différence sera la même. Donc, Q égale delta U égale MC delta T. À connaître. Donc, je vous ai mis ici, hein, donc ces valeurs-là ne sont pas à connaître, évidemment. Mais on va regarder 2-3 trucs justement là-dessus. Donc, je vous ai mis ici des valeurs de capacité thermique de certains matériaux. D'accord. Donc, les matériaux, soit solides ou liquides, hein, elles ont forcément une capacité thermique. Donc, on s'aperçoit, voilà, comment il faut lire ça. J'ai pris par exemple l'exemple de l'eau ici. On est à 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que si vous voulez élever la température de 1 kg d'eau de 1 degré, d'accord, hein, si on veut élever de 1 degré 1 kg d'eau, eh ben, il faut apporter forcément à votre système une énergie de 4180 joules. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire en fait. Et si on regarde un peu les valeurs, bah, on s'aperçoit que c'est étonnant ou pas. Tiens, si on regarde les liquides par exemple, on s'aperçoit que en fait, pour chauffer de l'eau, alors pour chauffer la même masse d'eau, hein, et ben on s'aperçoit qu'il faut plus d'énergie pour de l'eau que pour de l'huile. Donc entre guillemets, on peut dire que l'huile est plus simple et plus facile à chauffer que de l'eau, parce que l'huile a besoin de moins d'énergie. Et on s'aperçoit ici, pareil, hein, pour les matériaux solides. Alors là, je vous ai mis des matériaux de construction, parce qu'en fait, hein, en construction, génie civil par exemple, hein, ben, on s'aperçoit que ça, c'est un truc qui est super important. Si on veut faire de l'isolation thermique, on a besoin absolument de savoir travailler avec ce genre de trucs. Et on s'aperçoit d'un truc, par exemple, que bah, ici, le fer a besoin de moins d'énergie pour chauffer que, par exemple, du béton ou de la brique. Et on pourrait se poser la question, bah ouais, bah tiens, en fait, lequel sera un meilleur isolant? Vous verrez ça dans les exercices. Donc justement, en propos d'exercice, je vous laisse faire l'exercice 12, page 364, une petite application numérique. Vous faites une petite pause, et puis on passe, nous, à la suite. Le grand 3, on va parler des transferts thermiques. Alors, ça, normalement, vous avez déjà vu ça en SVT. C'est la même chose. 3 modes de transfert pour conduire la chaleur, si vous voulez. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle la conduction. Donc, en règle générale, ce sont pour les solides. Le transfert, hein, de la chaleur, de l'énergie, va se faire de proche en proche. Ici, vous n'avez pas de déplacement de matière, c'est uniquement l'énergie qui va se déplacer. Donc ça, c'est plutôt pour les, ouais, pour les enfin pour les solides, hein. Souvent, on prend l'image de votre casserole, hein, vous avez une casserole, bah, qui est dans un matériau plutôt conducteur de chaleur, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, hein. En fait, votre chaleur va se propager de proche en proche dans votre casserole. Deuxième mode de transfert, c'est ce qu'on appelle la convection. Plutôt pour les gaz et les liquides. En fait, ici, vous avez un déplacement de matière. C'est-à-dire que, globalement, c'est l'air chaud, l'air froid, hein, ça remonte, ça redescend, etc. Donc, dans votre casserole qui chauffe, ici, bah, vous avez des mouvements de convection, hein, donc ça veut dire que voilà, l'air chaud va avoir tendance à remonter, etc. Il va refroidir, donc ça va avoir tendance à redescendre. Donc ça veut dire qu'en fait, là, bah, vos molécules d'eau, hein, a priori ça doit être de l'eau ici, bah, sont tout en mouvement. Donc on parle ici de convection. Et troisième mode de transfert d'énergie, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Et en fait, ça on en avait parlé aussi, mais ayez toujours en tête que tout corps qui est porté à température, alors en fait, hein, c'est tout corps qui est au-dessus du zéro absolu, hein, du 0 degré Kelvin, bah, va avoir tendance à émettre un rayonnement. D'accord. Et selon la température, il va émettre tel ou tel rayonnement. Hein, c'est la loi du corps noir que vous avez dû voir l'année dernière, c'est la loi de Wien, etc. Et donc ici, si on prend notre feu, par exemple, hein, bah, effectivement, hein, si vous êtes à côté du feu, vous sentez bien une chaleur vous apporter. Bah, qu'est-ce que c'est alors? Effectivement, alors il n'y a pas de conduction pour le coup, hein, puisqu'il n'y a pas de matière entre vous et le feu. Il y a probablement un petit peu de convection des molécules d'air qui vous séparent du feu, mais il y a surtout du rayonnement, c'est-à-dire des radiations ici. Votre feu, il est chaud, hein, je sais pas, 1000 degrés peut-être un peu moins, je sais pas, un feu comme ça de bois, entre 800, 1000 degrés peut-être. Donc ça émet
des ondes électromagnétiques. N'oubliez pas qu'une onde électromagnétique, en fait, c'est aussi une énergie, d'accord? Donc E égale H nu, hein, rappelez-vous. Donc ça veut dire que bah, la chaleur peut se transmettre ici par radiation. Vous, par exemple, hein, actuellement, là, vous êtes en train d'émettre aussi hein, des radiations, alors qu'on ne voit pas, hein, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le corps humain, avec sa température, il émet dans l'infrarouge, mais vous êtes en train d'émettre des radiations, vous. Ok, grand B ici, je fais un peu le tour là pour voir où j'en suis. Bah oui, là, ça va être un peu le cœur de notre chapitre, puisque, en fait, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que quand vous avez deux systèmes qui sont à deux températures différentes, et ben en fait, la physique fait que vous allez avoir un échange d'énergie qui se fait spontanément. Hein. Si vous êtes chez vous, là, vous ouvrez la fenêtre. Chez vous, je sais pas, il fait peut-être une vingtaine de degrés. Je sais pas dehors combien il fait là, peut-être un petit peu moins, on va dire, hein, 18 degrés. Et ben en fait, naturellement, vous allez avoir un échange de matière, hein, des molécules d'air, pour en fait, à terme, bah, si vous laissez très longtemps votre chambre ouverte, et ben, la température de votre chambre sera à la même température que l'extérieur. D'accord? Donc, un truc à bien retenir, c'est quoi? C'est que la chaleur, et ça, il faut que vous le reteniez, c'est toujours, alors, est toujours communiqué par le corps chaud. Non, c'est pas le bon mot là. Hein. Donc, en fait, votre transfert de chaleur, c'est toujours du corps chaud vers le corps froid. La chaleur est toujours transférée, j'imagine, par le corps chaud, donc c'est pas communiqué, ça veut rien dire ça. Donc, hein, là, si vous retenez ce schéma-là, effectivement, le transfert d'énergie, c'est toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc j'imagine, hein, si on prend l'exemple de votre chambre, là, bah, l'air qui est dans votre chambre va avoir tendance à sortir de votre chambre, puisqu'a priori, l'air dans votre chambre est plus chaud que l'air en dehors. Donc du corps chaud vers le corps froid. Et donc, si on regarde ce schéma-là, bah, effectivement, on va avoir la notion de flux. On appelle ça ici le flux thermique, qu'on note phi en lettres grecques, hein, en physique. Donc c'est phi, c'est l'énergie qui est transférée hein, à travers une paroi pendant un temps delta t. Donc ça, vous n'aurez pas besoin de retenir cette formule-là, on vous la donnera. Phi, c'est Q sur delta t. D'accord? Q sur delta t, on peut l'écrire aussi, je vous donne la formule qui vous sera donnée. Hein. On ne va pas la redémontrer, ces formules-là, ça ne sert à rien. C'est aussi T1 moins T2 en valeur absolue, d'accord? En valeur absolue, ça veut dire que si vous avez un signe négatif, eh ben on ne prend pas en compte, divisé par RTH. RTH, c'est la résistance thermique de votre matériau. D'accord? Donc si on regarde un petit peu les unités ici, hein, flux c'est un watt, d'accord? Hein, c'est une puissance au final. L'énergie thermique c'est en joules, le temps sera toujours en secondes, hein, faites attention à ça. T1 et T2, c'est la température de vos deux parois, hein, c'est en degrés Celsius ou degrés Kelvin, puisque comme une différence, et ben en fait, hein, que vos températures soient en Kelvin ou en degrés, la différence sera la même. Et votre résistance thermique de la paroi vous sera donnée en règle générale dans les exercices. C'est donc en Kelvin fois des watts moins 1, ou éventuellement en degrés Celsius fois des watts moins 1. Alors, petite remarque ici, même trois remarques. Ici, si on regarde la formule en fait. Ça, c'est un truc qu'on peut vous demander hein, en exercice, c'est intéressant, c'est vous avez une formule, hein, d'accord, et puis essayez de voir comment elle varie cette formule au final. Donc ici, on se remarque quoi? Que plus la résistance thermique d'un matériau est grande, d'accord, plus la résistance thermique, donc votre R ici est grand, bah, plus le flux thermique sera petit. Autrement dit, si on prend encore l'exemple de l'isolation, parce que c'est surtout ça, hein, les formules elles servent surtout dans ce genre d'exercice-là, en fait, on s'aperçoit que, bah, en fait, le but du jeu, si on veut que ce soit bien isolé, bah, c'est que le flux thermique soit le moins grand possible, soit le plus faible possible. Si vous voulez un matériau qui est très isolant, c'est un matériau bah, qui va empêcher en fait le flux thermique. Donc ça veut dire que bah, en fait un matériau qui a une très très grande résistance thermique, c'est un matériau qui va laisser passer un flux thermique le plus petit possible. Autrement dit, bah, votre matériau sera un très très bon isolant thermique. Deuxième remarque, c'est que, ça c'est logique aussi,
même si ça n'intervient pas dans votre formule directement, vous allez voir dans les exercices en fait. La résistance thermique d'un matériau, ça va dépendre du type de matériau, hein. Vous doutez bien qu'une feuille de papier ou du béton ou du fer, de l'aluminium, eh ben, va pas laisser passer l'énergie de la même façon, hein. Ça va dépendre aussi de son épaisseur. Vous imaginez bien qu'un mur très très épais va avoir moins tendance à laisser passer l'énergie qu'un mur très très fin. D'accord? Vous enlèverez le S, hein, à épaisseur, il n'y en a pas. Et ensuite, troisième remarque, et vous verrez ça également dans des exercices, lorsque vous avez plusieurs parois qui sont accolées, d'accord, de matériaux différents, imaginez, hein, vous avez, puis vous verrez, hein, ça va être intéressant, notamment le double vitrage. Vous avez une première vitre, ensuite c'est de l'air, hein, qu'on a, hein, et puis une deuxième vitre, d'accord? Donc si vous voulez que, si on veut étudier la résistance de votre double vitrage, il faut prendre en compte les deux couches de verre, si vous voulez, et il faut prendre en compte aussi la couche d'air qui est entre les deux couches de verre. Et donc en fait la résistance thermique totale, c'est pareil, je fais plein de... Ouais, vous virez le S aussi, il y a plein d'erreurs là-dedans. Donc la résistance totale de votre paroi, c'est la somme des résistances thermiques de chaque paroi. D'accord? Ça vous sera utile pour résoudre des exercices. Donc je répète, hein. Si vous avez une paroi qui est constituée de plusieurs matériaux, d'accord? Et ben en fait, la résistance thermique totale de votre paroi, c'est la somme des résistances thermiques de chaque matériau. Ok. Allez, je vous laisserai faire des exercices aussi pour utiliser cette formule-là et pour voir un peu ce qu'on peut en dire. Et allez, pour finir ça, en fait, un bilan d'énergie. Donc, vous serez amené à faire ça aussi dans les exercices. Bilan d'énergie, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu avec l'histoire du radiateur ici, hein, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le bilan d'énergie? Il faut d'abord définir le système qu'on est en train d'étudier, évidemment. Hein, c'est toujours pareil en physique ou en chimie. Il faut d'abord définir ce qu'on est en train d'étudier. On appelle ça un système. Donc, il faut aussi noter la nature des transferts. Donc, Q, c'est des échanges thermiques, c'est de la chaleur, d'accord? W, c'est du travail, ok? Du travail électrique, etc. N'oubliez pas, et ça ce sera super important, c'est de noter le sens des transferts. L'énergie est comptée positive si le système reçoit cette énergie. L'énergie est comptée négativement si votre système perd cette énergie. C'est logique, mais il faut y penser, donc faites attention aux signes. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai une tasse, hein, d'accord? Donc d'eau, je sais pas, de café, quoi, par exemple, vous voyez que ça fume. Donc votre tasse, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit du rayonnement du soleil, d'accord? De la lumière, si vous voulez. Donc Q est compté positivement. On peut imaginer, hein, que cette valeur-là sera très très faible, mais elle existe quand même. Votre eau ici, votre café, j'en sais rien, est chaud, donc il émet aussi du rayonnement. Hop, donc votre Q ici va être compté négativement. D'accord? On peut imaginer d'ailleurs, hein, que ce rayonnement-là va être un peu plus, que ce Q-là va être un peu plus grand que celui-là, peu importe. Vous avez aussi des phénomènes de conduction, hein, donc votre café, conduction avec la tasse est posée, j'en sais rien, sur une table, donc phénomène de conduction, donc ça c'est l'énergie qui sort, hein, qui est perdue dans votre système, donc ce sera compté négativement. Et ce truc-là s'explique quoi? Bah, tout simplement que si vous laissez une tasse de café chaude à l'air libre sur votre table, et ben au bout d'un moment, votre température va diminuer. Et c'est techniquement, physiquement impossible que votre café se réchauffe. Si vous ne lui fournissez pas l'énergie, votre café forcément va avoir tendance à perdre de l'énergie puisque sa température est censée diminuer jusqu'à la température de l'air. Hein. D'accord? Deuxième exemple ici, vous imaginez là une capsule, hein, qui, je sais pas, ça va être un truc Soyuz, ça, qui rentre dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut regarder. La capsule, hein, chauffe, hein, donc rayonnement ici. Donc c'est de l'énergie qui est comptée négativement. Vous avez du travail, par exemple, donc le travail est issu des forces de frottement, qui peut être compté positivement ici, conduction, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez être amené à faire, bilan d'énergie, quelque chose de tout simple, Q pour chaleur, travail pour travail électrique, par exemple,
Faites attention aux signes, hein, négatifs ou positifs selon que le système reçoit ou non de l'énergie. Ah, si on a dû faire le tour ici, donc vous verrez, hein, vous allez faire les exercices, vous allez voir, pas trop de difficultés dans ce chapitre-là. Faire attention aux signes, et puis normalement on a fait le tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée à vous, et puis bon courage, à bientôt.